Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Sénat Stream, votre rendez-vous hebdomadaire de Public Sénat. On a le plaisir de recevoir chaque semaine un sénateur, une sénatrice, et cette semaine j'ai l'immense plaisir de recevoir Éric Bocquet. Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bien merci. arrivé, Voilà. bien installé. Tout à fait. Tant mieux, on va passer une heure ensemble, on va apprendre à vous connaître, on va faire votre portrait. On va aussi parler de votre actualité au Sénat et on va parler de l'actualité en général. Bonjour à vous, si vous nous regardez actuellement sur Twitch, bonjour à vous dans le chat, c'est bien vos questions que vous m'avez passées hier que je vais poser aux sénateurs. Bonjour à vous si vous nous regardez également sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Alors avant de parler de vous, Éric Bocquet, je voudrais quand même qu'on commence par parler d'un sujet d'actualité. C'est parti pour le moment actu. Je vous regarde quand on... Alors, le moment actu, aujourd'hui, c'est pas rien. On est en train de vivre un tournant aux États-Unis. On est le 20 janvier, mercredi 20 janvier. C'est le jour de la prestation de serment et de l'investiture de Joe Biden, le 46e président des États-Unis d'Amérique, dans un contexte très particulier, puisqu'il y a seulement 2 semaines, des manifestants pro-Trump ont envahi le Capitole, le Parlement américain. Vous êtes parlementaire. Comment vous avez vécu ces images ? Beaucoup de sidération, mais c'est l'aboutissement de 4 années complètement inédites, complètement démentielles, avec l'élection d'un président à laquelle personne ne croyait. Et tout le déroulement de son mandat n'a été que l'illustration de ce qu'on craignait, quoi. Tous les excès, tous les populismes qu'il a pu alimenter, toutes ces pratiques au plan national et au plan international. Enfin, on a vécu des scènes absolument inimaginables. Donc la page se tourne enfin. Le président sortant disparaît. Mais cela dit, je crois que les causes de cette situation, il va falloir les traiter en profondeur. Je crois que Joe Biden a un sacré défi devant lui. Alors, on va en parler. Avant ça, j'avais une question de Pretty Fly qui voulait vous demander comment est-ce que vous expliquez la contestation d'un vote démocratique ? Les contestations d'un résultat d'élection, c'est quand même pas rien. Non, mais je crois que dans les soutiens de Trump, alors il faut quand même dire, il y a 74 millions d'Américains ont voté pour lui quand même encore cette fois. Il y en a encore plus qui ont voté pour Biden, Voilà. mais il y a quand même... Alors il y a une diversité de sensibilités dans cet électorat, mais il y a aussi, on l'a vu dans les images pendant le mandat et à l'occasion de cette scène d'attaque sur le Capitole, il y a aussi une extrême droite, il y a aussi des fascistes, il y a aussi des radicaux d'extrême droite qui sont prêts à en venir aux armes et à l'extrême pour renverser le pouvoir. Donc oui, c'est très grave ce qui s'est passé. Il y a Younes qui vous pose la question, est-ce que c'est possible en France, ça ? On peut se poser la question. Alors, certains ont fait le parallèle avec les Gilets jaunes. C'est pas tout à fait comparable. C'est une question qui vous était posée aussi par Will Pietrach. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, ça ? Parce que ce qui se passe quand même dans le monde, on vit des moments difficiles. Les démocraties sont contestées aujourd'hui de manière évidente. Mais je crois que c'est la résultante de frustration, de déception accumulée au fil des années. L'aspiration des gens, c'est à vivre mieux. C'est d'avancer vers le progrès, d'échapper aux difficultés, à la précarité, au manque d'argent, au mal logement, etc., etc. Et à trop d'occasions, il y a eu des déceptions accumulées, des gouvernements ont déçu, ici et ailleurs dans le monde, et ça fait grandir la colère. Alors, c'est une mauvaise réponse que d'aller vers ces solutions-là, mais on se trompe de colère. Mais moi, je souhaite que les colères soient progressistes, soient rouges, mais parfois, on peut dériver, et on le vit en France parfois, vers des colères noires, dangereuses, et qui peuvent rappeler parfois les heures les plus sombres de notre histoire. Il y a Skender qui voulait vous demander si les difficultés des États-Unis ne sont pas annonciatrices de difficultés qu'on aurait, nous, en Europe, dans quelques années. Si tant est qu'on ne les ait pas déjà, d'ailleurs, en Europe. Oui, je crois qu'on n'est pas tout à fait étranger à cette crise, aux inégalités qui explosent, aux discriminations de tous ordres. Alors, il n'y a pas d'automatisme. On dit parfois ce qui se passe aux États-Unis arrive chez nous 10 ou 15 ans plus tard. Il n'y a pas d'automaticité, on n'a pas les mêmes histoires, mais quand même, ça doit nous interpeller et nous appeler à la vigilance pour répondre aux aspirations des gens, justement, en tant que politique. Vous êtes parlementaire, vous êtes sénateur. Est-ce que nos institutions, nous, sont plus fortes que les institutions américaines ? Elles ont leurs qualités, mais elles ont aussi leurs défauts. Notamment, le défaut principal que j'y vois, c'est la concentration du pouvoir au sommet de l'État. Oui. Et je crois que de ce point de vue, j'ai le sentiment qu'on est arrivé au bout de notre 5e République. Il est temps de passer à autre chose. Aujourd'hui, bon, ça tient, la maison tient, entre guillemets, mais on n'est pas à l'abri d'un éclatement, je ne sais pas sous quelle forme, je ne suis pas devin, mais il y a une réponse à apporter aussi en termes de démocratie dans cette République. À propos de démocratie, il y a des popman qui m'avaient fait remarquer qu'on a critiqué le mode de nomination du président des États-Unis, élu indirectement. Les sénateurs en France sont élus indirectement. Oui, on a un peu un système indirect, voilà, ce sont les grands électeurs. Il y a une contestation aussi de l'élection sénatoriale en France. Je pense qu'il faudrait réfléchir à un autre mode de désignation des sénateurs. Je pense,
Je crois d'abord à l'utilité du Sénat et du bicamérisme. Voilà, ça, c'est une certitude. Okay. Et le contexte actuel en France le démontre à plusieurs occasions. Voilà, on en reparlera de ça. Voilà. Mais le mode d'élection des sénateurs, absolument, et aujourd'hui on est élu, je crois, par 150 000 personnes en France. Bon, on est légitime, mais il faudrait réfléchir à un autre mode de désignation des sénateurs et sénatrices, incontestablement. J'aurai des questions pour vous plus tard là-dessus, sur l'évolution de la démocratie, mais c'est intéressant qu'on commence d'ores et déjà à en parler. Une question qui m'a été posée également par ILFC, qui vous demande si l'instabilité des USA est possiblement annonciatrice aussi d'une instabilité mondiale. On a vu apparaître, on voit apparaître dans le monde, à l'échelle planétaire quand même. Bon, il y a eu l'élection de Trump, que d'aucuns pensaient tout à fait impossible. On a eu l'élection de Bolsonaro au Brésil. On a Erdogan en Turquie, bon, qui est élu, mais qui posait problème. On a des leaders qui surgissent aujourd'hui et qui ont des méthodes quand même qui nous interpellent en termes de démocratie. Je ne parle pas de dictature, mais il y a des régimes très autoritaires, pour dire le moins. On voit surgir des leaders de ce genre. Et en France ? Parce que vous commenciez à le dire aussi un peu, Emmanuel Macron, lui aussi, a-t-il les traits d'un autoritaire ? En tout cas, très vertical, très jupitérien. C'est comme ça qu'on le surnommait au début du quinquennat, mais je crois que tout ça n'a pas disparu, même s'il s'efforce de gommer ce défaut. Mais non, on a un système très vertical. La Constitution renforce ce défaut. Et les gens n'en peuvent plus, quoi. Les gens ne se sentent pas écoutés, pris en compte, respectés. Vous êtes communiste. L'impérialisme américain, c'est un truc que vous combattez. Oui. Cet effondrement des États-Unis causé par Trump, c'est quelque chose qui vous réjouit un peu ? Effondrement, il est relatif. Il y a une question sur la démocratie américaine, mais l'économie américaine domine le monde. Aujourd'hui, on parle des GAFAM. Les GAFAM qui pèsent plus que des États. La puissance financière de Apple est supérieure au PIB d'un pays comme le Danemark ou le Portugal, quand même. On peut se demander où le vrai pouvoir dans le monde aujourd'hui se trouve. Alors à ce sujet-là, j'ai aussi eu des questions pour vous à propos du fait que les GAFAM ont décidé de supprimer le compte de Donald Trump et plusieurs dizaines de milliers de comptes liés aux mouvances d'extrême droite aux États-Unis. C'est une bonne chose, ça, ou pas ? Alors, la première réaction, c'est de dire que ça fait plaisir qu'on ferme la bouche de ce gars. Mais quand même, ça pose une question, justement au niveau démocratique. Twitter, tout seul dans son coin, décide de qui a droit à la parole, quoi. Tout le monde, enfin la majorité des gens combattaient les propos de Trump, d'autres les soutenaient, y compris aux États-Unis, mais que la décision de fermer un compte relève d'une entreprise privée comme celle-là, je dis que ça pose un problème au niveau juridique, au niveau démocratique. Les accords bilatéraux entre l'Europe et les États-Unis vont-ils s'améliorer à l'occasion de l'arrivée de Biden ? On sait que Biden a l'intention dès aujourd'hui d'annoncer le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, par exemple, sur le climat. Ça, c'est une bonne chose. Je disais tout à l'heure que Joe Biden a de grands défis à relever au plan national et au plan international. Oui, bon, qu'il rejoigne l'accord sur le climat est une bonne chose. Trump avait déchiré la feuille et c'était terrible, dramatique. Voilà, il faut que les États-Unis soient dans ce concert-là, évidemment. Ce sont des acteurs essentiels, mais il y a d'autres sujets. Il y a le Moyen-Orient, il y a la rivalité avec la Chine, il y a Cuba aux portes des États-Unis. Toutes ces questions-là doivent être revues. Il y avait eu des avancées avec Obama sur certains sujets. Notamment sur Cuba, je pense à ça. Voilà, on est revenu en arrière avec Trump, y compris sur ces questions-là. Il ne va pas chômer, quoi. Il ne va pas chômer. Mais voilà, il va falloir que les Américains, le peuple même, s'en mêlent pour que ça aille dans le sens qu'ils souhaitent. Peuple très divisé, c'est peu de le dire. Et nous, les Français, a-t-on des leçons à leur donner, des leçons d'unité ? Non. Écoutez, la société française est éclatée aujourd'hui. On n'a jamais eu autant d'inégalités. On vient de passer la barre des 2 millions d'allocataires au RSA. On vient d'atteindre 10 millions de pauvres, c'est-à-dire des gens vivant sous le seuil de pauvreté, qui est à 950 € par mois. Notre société, effectivement, est éclatée. On l'a constaté à plusieurs occasions. Les élections, ça se traduit par l'abstention, ça se traduit par des manifestations, du mécontentement, du mal-vivre, du mal-être. Non, on n'a pas de leçon à donner. On n'a pas de leçon à donner, je pense. Il y a beaucoup de questions dans le chat qui sont posées, beaucoup de réactions autour de ce qu'on disait tout à l'heure sur les GAFA. Les pouvoirs des GAFA, ça inquiète particulièrement. Ici, là, on est actuellement sur Twitch, qui est une plateforme qui appartient à Amazon, pour le coup, donc qui n'échappe pas du tout à ces questionnements. Et effectivement, beaucoup de questions se posent sur les pouvoirs de ces géants du numérique qui créent potentiellement, comme vous l'avez dit, un danger sur les démocraties. Vous pensez à la possibilité d'une réforme
du CSA, de l'autorité publique qui pourrait jouer un rôle sur la régulation Je pense. des contenus sur Internet? Je pense qu'une régulation est nécessaire. Moi, je ne veux pas jeter à la poubelle cet outil numérique qui est absolument fabuleux, qui constitue une révolution fantastique, mais qui devrait être un outil d'émancipation humain. Quand on pense que Google a été créé en 98, Facebook 2004, c'est une génération à peine. Ça a chamboulé le monde complètement, la communication, mais pas seulement. On voit qu'au plan politique aussi ça pèse. On se souvient d'ailleurs qu'à l'élection de 2016, l'élection de Trump avait été beaucoup permise par l'utilisation du numérique. Bien sûr. Voilà, les fake news, etc. Je veux dire, on touche des millions de gens en un instant et directement dans leur poche, parce que chacun aujourd'hui a son terminal et son portable dans la main. Donc, c'est même pas passé par des écrans qui parlent à des millions de gens, c'est des millions de gens en direct, un par un, qu'on peut influencer et parfois de la pire des manières. Donc, il y a besoin d'une régulation. Moi, les GAFA, c'est un outil fabuleux, c'est l'intelligence humaine, mais il faut que ça soit régulé, il faut que ça soit transparent et que ça joue uniquement son rôle d'outil de communication, quoi. Pas de direction du monde. On reviendra sur les questions démocratiques parce que j'ai encore beaucoup de questions qui vous ont été posées par les internautes. Mais avant, je voudrais qu'on parle de vous, Éric Bocquet. C'est le moment du portrait, c'est parti. Alors Éric Bocquet, vous êtes aujourd'hui sénateur du Nord. Vous avez toujours grandi, vécu dans le Nord? Oui, je suis né dans le Nord, j'ai grandi dans le Nord, j'y ai fait mes études, j'ai travaillé, voilà. Alors à propos d'études, vous avez fait quoi comme bac? Alors, j'ai passé le bac en 75, l'année de mes 18 ans. Le bac A4 à l'époque, c'était un bac littéraire avec une dominante langue étrangère. Donc, je faisais anglais, allemand à l'époque. J'ai toujours adoré les langues étrangères. Alors, plus tard, vous êtes devenu prof d'anglais. Ça a été votre métier. Tout à fait. Vous vouliez faire ça quand vous étiez déjà au lycée? Oui, dès le collège, dès que j'ai touché à l'anglais, ça me plaisait. Et je savais que j'en ferais mon métier. Je suis devenu normalien, enfin voilà, donc destiné à être enseignant. Et après le bac, j'ai suivi la formation immédiatement après le bac pour devenir professeur des collèges à l'époque. Puis j'ai repassé le CAPES, j'ai repris mes études à l'université, licence CAPES, et je suis devenu professeur de lycée en anglais. Bon, et la politique, c'est arrivé comment chez vous? Alors, la politique... C'est un truc de famille? Non, on nous pose souvent la question. Vous savez que mon frère a été député longtemps. Alors, j'ai plein de questions là-dessus. Votre frère est député, a été député, vous êtes sénateur, donc c'est intéressant. Mais vos parents... Et en fait, non, il n'y a pas d'héritage familial. Nos parents, on ne parlait pas politique à la maison. Je suis incapable de dire ce que mes parents votaient. C'était secret. Il n'y avait pas l'UMA sur la table? Ah non. D'accord, c'est Il n'y marrant. avait pas l'UMA chez nous. Non, il y avait la Voix du Nord, il y avait Femmes d'aujourd'hui, il n'y avait pas l'humanité. D'accord. Moi, je suis venu à l'engagement... Alors, comment ça se fait? Racontez-moi. Alors, à 18 ans, voilà, l'année des 18 ans, majorité, l'année du bac, c'est l'année où j'ai décidé de donner mon sang. Je voulais faire des choses, vous voyez. Et puis... C'était la première année de Giscard, si je ne dis pas de bêtises, 75. Absolument. Donc, j'avais pas l'âge de voter à l'élection présidentielle, mais donc je suis devenu civiquement majeur l'année suivante. C'était 21 ans à ce moment-là encore? Oui, ça c'est venu après, effectivement. D'accord. Et voilà, j'ai trouvé un jour un bulletin d'adhésion au Parti communiste. Alors, j'y étais un peu sensible déjà, et puis... Même si mes parents n'étaient pas engagés, enfin, ma mère avait toujours ce souci de refuser l'injustice. Refuser l'injustice, c'était son mot d'ordre, et avoir droit à sa dignité. Donc je pense que ça a dû me marquer un peu. Mon frère était déjà engagé avant moi. Ça m'a sans doute influencé, incontestablement. Et puis voilà, j'ai adhéré au parti en 75 et je suis toujours adhérent aujourd'hui. Il y a Cerbère qui voulait vous demander, est-ce que vous vous intéressiez à la politique quand vous étiez mineur, avant vos 18 ans? Il y avait une appétence, il y avait un questionnement? Je me souviens, j'avais suivi la campagne présidentielle de 74 avec Giscard, etc. Et je découpais les articles de presse. Ce sujet m'intéressait. J'avais vraiment un intérêt réel pour les débats qui se menaient. Donc j'ai suivi la campagne à travers la presse à ce moment-là, mais je n'étais pas militant à l'époque. Mais j'ai toujours eu un intérêt sur l'engagement politique au sens large dans la société. Est-ce que vous comprenez les jeunes qui s'engagent aujourd'hui? Je le souhaite, non seulement je le comprends, mais ce dont on souffre aujourd'hui, c'est du recul de l'engagement, quel qu'il soit, associatif. Vous pensez que les jeunes sont moins engagés aujourd'hui? Ils ne le sont plus de la même manière. Ils sont capables de se mobiliser sur des actions, je ne sais pas, en ce moment, le climat, on parle, besoin de solidarité, besoin d'aider les étudiants, par exemple, voilà, contre les violences faites aux femmes. Il y a des actions, mais
j'ai pas le sentiment, enfin je peux me tromper, mais qu'il y a un engagement dans la durée. Aujourd'hui, l'engagement dans la durée est perçu comme une contrainte, voilà. Et c'est intéressant de vous poser la question. Oui. Vous disiez tout à l'heure, voilà, j'ai adhéré en 75 au parti et j'ai encore ma carte aujourd'hui. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui voient d'un mauvais œil ça, Oui, cet tout à fait. engagement, Oui. rentrer au parti, au syndicat, à la sauce, C'est ça. pendant des années. Oui. Comment vous le voyez ça? Vous Comme pensez si, qu'il y a une- comme si, enfin, certains considèrent qu'on perd sa liberté, qu'on n'est plus soi-même, qu'on peut pas Ouais. penser par soi-même. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je suis devenu ce que je suis, avec mes qualités et mes défauts. Je le dois à l'école, fondamentalement, et à mon engagement au Parti communiste, où j'ai appris beaucoup de choses au contact de militants ouvriers, enfin des syndicalistes, le monde du travail. Moi, voilà, j'étais enseignant, je ne savais pas ce que c'était une usine. J'ai appris au contact de tous ces militants, syndicalistes, militants politiques, élus, en les écoutant, en lisant. Enfin voilà, c'est une formation irremplaçable, qui complète parfaitement la formation à l'école, quoi. Mais le mode d'action aussi militante, le parti, ça renvoie à l'image de la diffusion de tracts, de la réunion interminable le soir, Ouais. de choses ou de manifs à la papa, si je puis dire, Oui. que les jeunes aujourd'hui voient comme des choses assez inefficaces et qui préfèrent peut-être les opérations coup de poing, les coups de com beaucoup plus visibles. Oui, mais il faut de la communication, il faut communiquer sur ce qu'on fait, mais il faut d'abord faire, je crois. Les coups de com', les coups de poing, oui, ça permet de marquer, d'attirer l'attention sur un problème, parce qu'on vit une époque où l'information s'est démultipliée, mais dans des proportions démentielles. Ça n'a rien à voir avec il y a 40 ans. Mais le coup de com' sans suite et d'action dans la durée, je n'ai pas le sentiment que ça puisse changer la réalité, parce qu'il faut changer la réalité, il faut changer le fonctionnement de ces sociétés. C'est intéressant, on parle aussi d'entre-soi. La question d'entre-soi, j'ai l'impression que certaines personnes dans le chat peuvent aussi considérer qu'être dans un parti, c'est n'être qu'avec des personnes d'accord avec soi. Pas forcément. Pas forcément. Bien sûr qu'on est d'accord sur l'essentiel. On est d'accord sur quoi? Sur la nécessité de justice sociale, sur l'idée de partage. Fondamentalement, on nous appelait les partageux à l'époque de la Commune de Paris. C'est pas un gros mot, moi ça me va bien, le partage. Plus que jamais, les raisons qui m'ont amené à adhérer au Parti communiste en 1975 sont toujours là aujourd'hui. Hein. Alors c'est des questions que j'allais vous poser. Voilà, Éric Bocquet, votre communisme, c'est quoi? C'est quoi la colonne vertébrale de votre idéologie, de votre... Refus de l'injustice, refus des inégalités. Deuxième idée, refus de la fatalité. C'est bien l'homme, avec un grand H, l'être humain qui fait l'histoire. L'histoire n'est pas écrite d'avance. Et on n'est pas au bout de l'histoire. Parce qu'on nous a dit, on a enterré le communisme dans les décombres du mur de Berlin en 89. On s'est dit, ça y est, le problème est réglé, on en a fini avec les communistes. C'est fini, ouais. Non. Et on en est là aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, avec cette situation dans le monde, enfin ces milliards de gens qui n'ont même pas accès à l'eau, à l'assainissement, à la santé, à l'éducation. Et jamais on n'a produit autant de richesses. Le PIB du monde, c'est 80 000 milliards de dollars chaque année. On ne peut pas, avec ça, créer un monde solidaire pour tout le monde? Du coup, vous répondez un peu à la question de Vénitien qui voulait vous demander, à une époque où le communisme a quasiment disparu par rapport à avant la chute du mur de Berlin, comment continuez-vous à y croire? Le communisme, ça reste une belle idée pour vous? Absolument. C'est pas trop lié au soviétisme? Non, alors, ça a été une époque, d'ailleurs on l'a payé, nous, Parti communiste français, on a payé notre retard à prendre distance avec ce qui s'est passé à l'Est, hein, Moscou, l'URSS, etc. On a pris du retard, parce que le Parti communiste français, on vient de fêter son centenaire, là, au Congrès de Tours, décembre 1920. Voilà, il y avait eu la Révolution d'octobre en 1917, donc inévitablement, l'expérience nouvelle, c'est là-bas que ça se passait, quoi. Cela dit, les communismes n'est pas né ni à Moscou, ni à Leningrad, ni à La Havane, ni à Pékin. Le communisme, il est né en France. On est à Paris, la Commune de Paris. Hein, si on remonte à la Révolution française, Gracchus, Babeuf, Georges Sand au XIXe siècle, avait utilisé le mot communisme. Vous voyez? Alors après, il y a eu l'histoire, évidemment, il y a eu les erreurs, il y a eu les errements. Donc, le retard qu'on a pris à se distancier on a commencé à le faire en 68, quand on a condamné l'invasion de la Tchécoslovaquie par les chars russes à Prague. Voilà. C'est là où on a commencé vraiment une rupture nette par rapport à l'expérience de l'Est. Et puis deuxième erreur en France, pour moi erreur fondamentale, mais c'est toujours facile à dire après coup. C'était quoi? Programme commun. Le programme commun, c'est une erreur? Stratégiquement une erreur. Ah, expliquez-moi ça alors. Stratégiquement une erreur parce que c'est laisser croire aux gens qu'on va tout régler par le haut, quoi. On écrit un programme, 250 pages, je me souviens, j'ai encore un exemplaire à la maison, on a vendu des centaines de milliers de bouquins, on s'est dit ça y est c'est bon, on va faire le changement par le haut.
Hein, à l'époque, le rapport de force à gauche n'était pas celui qu'il est aujourd'hui. Ah non. Hein, d'accord. 69, Jacques Duclos fait 20% des voix. Gaston Defferre, futur PS, 5%. Vous voyez 72, signature du programme commun. Mitterrand, très grand stratège, a compris ce qu'il fallait faire. Et il a fait la preuve, et ce qu'il avait dit quelques jours après à ses collègues européens socialistes, sociodémocrates, il a dit « Je vais faire la preuve qu'en France, on peut piquer 3 millions de voix aux communistes ». Il l'a fait. Il l'a fait. Donc, programme commun dans son contenu, oui, c'était une autre société. Ouais. Mais si on se passe de la force et de l'appui et de l'engagement des gens, eh ben, ça reste un programme sur le papier, sur une étagère, et il ne rentre pas dans la vie. Il y a eu des avancées, hein. Il y a eu des avancées, mais le rêve n'a duré que quelques années, quoi. Et puis en 83, on est revenu à l'austérité et au vieux schéma. Le tournant de la rigueur. Et voilà. Il y a un regret d'avoir partagé le pouvoir avec les socialistes. Non, on analyse les choses lucidement, il n'y a pas de regret. Ça a permis des avancées. Je veux dire, moi... alors, 35 heures CMU, oui, plus tard. Non, voilà, de toute façon, les grandes conquêtes sociales ont été le fait de gouvernements de gauche progressistes dans ce pays. Hein, on ne va pas refaire l'histoire, mais 36, la Libération, où le Parti communiste pesait beaucoup, la Sécu, qui est en mise à mal aujourd'hui. Non, je ne regrette pas ces expériences, mais il faut... comment dirais-je, c'était un moment de notre histoire. Aujourd'hui, on a besoin d'un rassemblement plus large, avec les gens, avec l'engagement des gens. On parlait d'engagement des jeunes, ouais. C'est indispensable. On va en parler du rassemblement à gauche ou des rassemblements à gauche. Avant ça, une question de Silla qui voulait vous demander, est-ce que le Parti communiste se définit comme d'extrême gauche? Non. Non? Non, alors, elle est où la limite pour vous? Que parce que vous êtes d'accord avec moi que le mot de gauche aujourd'hui est sujet à caution. On questionne beaucoup la question de savoir est-ce que le PS est encore de gauche? Elle est où la gauche? Où commence l'extrême gauche? Pour vous, le PCF est où? À gauche? À gauche. Extrême gauche? À gauche. Moi, le mot extrême gauche, vous savez, c'est pour faire le pendant avec extrême droite. Et dans les débats, souvent, on rejette les extrêmes. Et dos à dos, dangereux. Voilà, on met dos à dos. Non, ça, je ne marche pas là-dedans. Comme s'il y avait une voie médiane, responsable, pragmatique, réaliste, etc. Voilà, ça, je rejette. Non, on est un parti de gauche, assumé, clairement. Extrême gauche, non, c'est... Voilà, de la gauche de gauche. Oui, voilà, c'est ça. Si vous voulez, oui. Des Popman qui voulaient vous demander une question simple et directe. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a tué le PCF? Je ne pense pas, parce qu'on est là. On n'a pas disparu, on a des difficultés. Bon, il y a eu une stratégie à un moment donné au Delania présidentiel où on s'est rallié à sa candidature, qu'on a soutenue, etc. 19% des voix. Voilà, ça n'est pas rien, mais... Dans la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, il y a quand même eu des questionnements, quoi. Je veux dire, on ne conçoit pas le rassemblement, nous, derrière une personne, ou un homme ou une femme, quel qu'il soit. C'est pas ça le rassemblement. Le rassemblement, c'est le respect de toutes les composantes. Et la gauche est diverse dans ce pays. Oui. La gauche est très diverse. On peut y mettre les écologistes. Le Parti socialiste en fait partie, même s'il y a des nuances, même si... Voilà, mais voilà, je ne regrette pas ce qui s'est passé, mais aujourd'hui, le contexte n'est plus le même. Et voilà, il faut... Le libéralisme là, fait des ravages sur la planète. Moi, je le mets en cause directement, sur tous les problèmes qu'on a. Jamais on a créé autant de richesses, jamais on a généré autant d'inégalités et de pauvreté dans ce monde, et y compris en France. 6e puissance économique du monde. On ne peut pas accepter ça. Aucune fatalité à ça. Encore une fois, ce sont les humains qui font l'histoire. Clairement. Du coup, vous reprochez, parce que je reviens du coup sur cette question d'alliance, vous reprochez d'un certain point de vue l'alliance avec Jean-Luc Mélenchon en 2017, il a été trop solitaire dans sa démarche, trop franc-tireur, trop... Alors, oui, il y a eu ça, incontestablement. Je pense d'ailleurs qu'il y a réfléchi. Je pense que le ton qu'il a aujourd'hui n'est plus celui qu'il avait il y a 5 ans, clairement. Mais ça ne règle pas tout. Et je crois que c'est aussi le produit de nos institutions, où aujourd'hui l'élection reine, c'est la présidentielle. Ouais, et ça vous énerve. À peine une présidentielle vient d'intervenir que des gens préparent la suivante. Ouais. Et entre deux, on fait quoi pour changer la vie des gens? Ça fait du mal à la gauche, ça. Ah, mais terriblement. On a cru aussi que, en gros, on joue avec on joue au basket avec les règles des autres, quoi. Vous voyez, c'est pas nos règles. Les institutions ont été faites par un système libéral, voilà, avec tout le respect que j'ai pour De Gaulle, mais très pyramidal, ouais. Très pyramidal. Et il suffit pas de remplacer les individus au sein des institutions pour régler et changer fondamentalement la société. Ça ne suffira jamais. C'est un moment, c'est un outil.
mais ça ne suffit pas, quoi. Il faut un engagement massif des populations. Ça ne veut pas dire qu'il faut casser la Tour Eiffel, ça veut dire qu'il faut s'engager dans les quartiers, les usines, que les gens aient des vrais droits et se fassent respecter. Il y a énormément de discussions dans le chat sur le communisme et c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure en antenne, que ça génère des questions et c'est vrai que c'est absolument passionnant. Une question de Jean-Jacques qui voulait vous demander quelle est la stratégie du Parti communiste pour conquérir la jeunesse. Je reviens un peu à la conversation qu'on avait jusqu'à présent sur voilà, modalités d'engagement un peu différentes, relation avec les partis un peu difficiles pour les jeunes, effectivement, qui ont du mal à y voir l'envie de prendre sa carte, elle n'est pas oui, transcendante. Je comprends. C'est pas le préalable, quoi. Ouais. La prise de prendre la carte, c'est pas comme on prend dans une association, c'est pas le préalable à mon avis. C'est sûr qu'on est questionné. Je crois que tous les partis politiques sont questionnés. Pour le coup, c'est pas que le PC, voilà. c'est vrai. Mais peut-être nous encore plus que les autres, mais effectivement, on doit réfléchir à nos méthodes, à la façon qu'on a de s'adresser aux gens, y compris dans notre langage, quoi, dans nos publications, dans nos façons de faire, qu'on soit nous aussi peut-être plus horizontal, parce que voilà, on a une histoire que je ne rejette pas, mais on a eu aussi une structure pyramidale. C'était comme ça, le centralisme démocratique. Moi, quand j'ai adhéré au Parti communiste français en 1975, il y avait dans les statuts du Parti communiste la notion de dictature du prolétariat. Elle a été retirée plus tard, oui. Elle a été retirée au 22e congrès en 1976, l'année suivante. J'en savais rien. J'adhérais pas à un parti dictatorial, j'en savais rien. Moi, je voulais combattre l'injustice et changer le monde. Voilà, et c'est toujours vrai aujourd'hui. C'est même encore plus vrai qu'il y a 40 ans. Donc oui, on doit sans doute réfléchir. Le monde a beaucoup changé et la jeunesse a beaucoup changé. Voilà, mais la jeunesse aussi, elle aspire à un monde meilleur, c'est évident. Elle aspire à à sortir de la précarité, parce que la précarité, les jeunes, on parle des étudiants en ce moment, on parle des Deliveroo, Uber, ça c'est une précarité institutionnalisée, c'est pas ça l'avenir, quoi. J'ai deux questions pour vous. Il y a une première question qui est comment expliquez-vous que le vote ouvrier se dirige nettement vers le Rassemblement national, hors abstention? Et une deuxième question sur le fait, une réflexion avec laquelle vous allez probablement être d'accord, qui est de dire le PCF gagne peut-être pas des adhérents, mais les idées communistes gagnent du terrain parmi les jeunes. Oui, je partage. Quand je vous dis les aspirations n'ont pas disparu, non, les aspirations n'ont pas disparu. Qu'elles ne trouvent pas à s'incarner dans un parti des élus masculins ou féminins, c'est possible, c'est une vraie question. Mais les idées d'un monde meilleur, d'un plus grand partage, de justice sociale, de démocratie, de respect de l'environnement, enfin... C'est une aspiration naturelle de vivre dans un monde meilleur. Aujourd'hui, on a quand même souvent l'impression qu'on est dans une espèce d'impasse et que ce système capitaliste n'offre pas la solution d'avenir. On est au bout d'un système. Alors, il n'y a pas d'automaticité non plus. On ne va pas basculer un jour dans un monde meilleur. Il va falloir le construire nous-mêmes, quoi. En étant convaincus que les moyens financiers existent de le faire. Hein, la richesse, on ne va pas vous faire un dessin, mais on a parlé d'inégalité, on a parlé des classes les plus défavorisées, mais du côté de ceux qui ont de l'argent, ça tourne pas mal, quoi. Et donc l'autre question sur l'électorat ouvrier qui aurait peut-être un peu déserté le vote communiste. Il ne faut pas se le cacher. On a contesté à un moment parce que ça nous faisait mal. Mais dans ma région, dans l'ex-bassin minier, on a connu ça. Oui. Alors c'est pas une adhésion au Troisième Reich. Hein. C'est pas des fachos. C'est des gens désespérés. Et la colère s'exprime, je parlais de colère noire, mais elle s'exprime comme ça, quoi. C'est une forme de désespérance. L'urgence pour la gauche, c'est de reconstruire une espérance. Et j'emploie à dessein le mot espérance, un avenir. Et le vote Front National, aujourd'hui Rassemblement National, c'est un vote de rejet, d'exclusion, alors avec toutes les raisons qu'on nous dit, hein, la peur de l'autre, l'insécurité, etc., etc. Tout ce qui a fait le fonds de commerce du Front National à l'époque, qui a peut-être été aussi, à un moment donné, pour des raisons politiciennes, encouragé. Parce qu'il sert de repoussoir, à un moment donné, vous voyez ? Oui. Et aujourd'hui, dans des seconds tours d'élection présidentielle, eh ben, quand on a en face le Front National ou le Rassemblement National, eh bien, ça permet d'être élu, quoi. Une question de Minoub qui vous demande, du coup, est-ce que vous soutenez la volonté de Fabien Roussel d'une candidature autonome du Parti communiste en 2022 ? Il a... Comment dirais-je ? Il est arrivé à la tête du Parti communiste français sur cette ligne-là. Au Congrès, il y a eu des débats. Les débats ont toujours lieu, c'est normal, c'est la vie. Mais je pense que cette question a été majoritairement tranchée par les adhérents, les militants. Et c'est un vrai sujet. Encore une fois, ce n'est pas un discours
anti-stratégie qu'on a pu avoir aux 2 élections présidentielles précédentes. On assume, mais l'effacement du Parti communiste français n'a pas été une bonne chose. De la même manière que l'affaiblissement électoral du Parti communiste français n'a pas été une bonne chose pour les valeurs de gauche, globalement. On n'est pas détenteur de la vérité tout seul, mais on a une histoire, on a des valeurs, on a des idées, on a des propositions, et notre affaiblissement n'a pas contribué à l'affaiblissement global de la gauche. Donc l'entité communiste dans cette gauche a toute sa place, et voilà, et doit peser davantage. Maubeu qui vous demande, est-ce que ça risque pas de créer une autoroute pour Macron? Cette division à gauche, cette multiplication des candidatures? Vous savez, moi je crois que l'histoire ne va pas se régler en 2022. Je pense qu'on entre dans une nouvelle phase de la gauche. Parce que c'est pas les élections qui... Les élections, encore une fois, c'est un moment important de la démocratie. Mais tout ne passera pas par les élections. Le rassemblement qu'on aspire, là, auquel on travaille inlassablement, il prendra du temps. Je pense qu'on engage une nouvelle phase, et qu'on ne peut plus raisonner tout à fait comme avant. L'aspiration est largement partagée. Après, il faut l'incarner à un moment donné. Bon, il faut participer à des élections, mais... c'est un travail de longue haleine et c'est pas des coups de com', c'est du fond. Qu'est-ce qu'on fait de ce libéralisme? Qu'est-ce qu'on fait de la domination de la finance? Qu'est-ce qu'on fait des injustices? Voilà les questions de fond. Il y avait une question d'Azzaro dans le chat qui vous demandait est-ce qu'il n'y a pas un peu une différence entre la France Insoumise et le PCF autour du fait que, selon lui, la France Insoumise serait un peu plus sur les questions sociétales, comme on les appelle, lutte contre les discriminations, là où le PCF serait un peu plus lutte des classes à l'ancienne? C'est peut-être vrai pour une part, je n'ai pas analysé fondamentalement ces choses-là, mais peut-être qu'on a loupé dans notre histoire. Hein. Tout à l'heure, je parlais de notre affaiblissement. On a sans doute loupé des rendez-vous dans l'histoire. On l'a vu en 68, par exemple. Je ne suis pas sûr qu'on ait parfaitement compris ce qui se passait dans ce pays. Ah ouais. La libération sexuelle, des trucs... Oui, voilà, il y a certainement des choses qu'on a manquées parce qu'on avait effectivement le nez sur domination du capital, partage de la richesse, qui reste toujours d'actualité. Mais on a peut-être mis de côté, et sans doute c'était une erreur, certaines aspirations qui nous ont échappé parce qu'on était sur un autre logiciel. Mais voilà, on a su évoluer, s'adapter et tout reste à gagner aujourd'hui, quoi. On va revenir à vous. Vous êtes devenu sénateur en 2011. Oui. Avant ça, vous étiez maire de la ville de Marquilly. Marquilly, oui. Marquilly, ça se prononce bien, Marquilly. Oui. Autant pour moi. Comment ça s'est fait? Comment on devient sénateur? Alors, donc vous avez proposé, effectivement, on vous a... Oui, expliquez-moi. J'ai été élu conseiller municipal en 1983 dans mon village. Voilà, je suis devenu maire en 1995. Et j'ai été candidat sur la liste sénatoriale en 2001. À l'époque, c'est Michel de Messine qui était sortante, qui était tête de liste. Et mes camarades, mes copains, j'étais devenu maire, m'ont sollicité pour être candidat. À l'époque, j'étais en 5e position. Alors, peut-être qu'en cours de mandat, j'aurais pu accéder à un poste, voilà, puisqu'on avait 2 élus dans le Nord. Ça s'est pas fait, c'est comme ça, aucun souci. Et à l'élection sénatoriale suivante, ils m'ont proposé de prendre la tête de liste de notre liste L'Humain d'abord, on l'a appelé comme ça. Sans en cacher quoi que ce soit, tout le monde connaît mes idées depuis le début, même dans mon village, évidemment. On n'a jamais triché sur rien. Et voilà, je me suis trouvé sénateur en 2011, en septembre 2011. Vous avez fait campagne auprès des grands électeurs? Vous êtes allé Absolument, rencontrer oui, on a fait des multitudes de déplacements, comme le font les collègues dans les campagnes. Hein, parce que c'est pas évident pour tout le monde. On voit bien ce que c'est qu'une campagne électorale avec des meetings, avec des diffusions de tracts, etc. Non. Une sénatoriale, c'est particulier quand même. C'est particulier, c'est pas une campagne qui coûte cher. Hein. Même si j'ai eu du mal à trouver une banque pour financer ma campagne. Hein. C'est vrai. Je vous raconterai ça après, oui. Non, c'est pas une campagne qui coûte cher. Il y a un document avec des propositions, il y a des courriers, et puis surtout du terrain, des visites. On prend la voiture, pendant 3-4 mois, on prend des rendez-vous avec les maires, et puis on discute de leurs difficultés, de ce qu'on porte, etc. Donc c'est une campagne sur un électorat de 5800 personnes dans un département comme le Nord. Alors racontez-moi, vous avez besoin de financer une campagne sénatoriale? Alors oui, je crois que depuis 2 campagnes, on doit ouvrir un compte de campagne. C'est obligatoire. Obligatoire, c'est la loi, un compte spécifique dédié à ça. Et après, on n'a pas l'argent à apporter, donc on fait un emprunt qu'on s'engage évidemment à rembourser, parce que c'est remboursé par l'État ensuite. Hein. En fonction du score que vous faites. Voilà, tout à fait. Donc si on dépasse les 5%, on a droit au remboursement, quelques mois plus tard. Et la fois dernière, j'ai eu du mal à trouver une banque. Vous avez poussé des portes de banques, oui, des tout à fait. agences, J'étais client d'une banque depuis 30 ans, donc je pensais que naturellement on m'accorderait le prêt. C'était 18 000 banque perso?
Comment ? Votre banque perso, à titre Oui, perso? oui, ma banque Vous êtes allé voir personnelle. votre banquier depuis 30 ans, il dit au fait, je suis candidat au sénatorial. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pourriez m'ouvrir un compte ? Alors, ils étaient un peu hésitants. Mais écoutez, on n'a jamais fait ça. Je me renseigne. Je comprends que ça ne soit pas fréquent. Oui. Puis 3 jours après, j'ai eu un coup de fil pour dire ben non, on ne peut pas faire. Je me retourne vers une autre banque, la Banque Postale, pour ne pas la nommer. Même réponse. Voilà, je commence à m'inquiéter parce que pas de compte de campagne, pas de campagne. Quoi. Ouais, Vous voyez ? compliqué. Et puis le hasard a voulu que je rencontre le responsable régional d'une banque mutualiste à qui j'ai exposé mon problème. Il m'a donné rendez-vous le lendemain avec le chef d'une agence de ma région. Et mon problème était réglé. Quoi. Voilà. Ok. Voilà. Il y a des gens qui font référence dans le chat au fait que le Rassemblement national se finance en Russie, en partie à cause de ça. Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de banque. Vous trouvez ça normal que les banques ne financent pas les partis politiques en France ? Non, c'est une vraie question. D'ailleurs, je crois que c'est Bayrou qui portait l'idée de créer une banque spécifique. Ça avait du fond, cette Banque de idée-là. la vie publique. Je suis d'accord avec vous. Absolument. Parce qu'il ne s'agit pas de dépenser des millions, mais il faut quelques moyens. Si vous envoyez un document aux 650 communes du Nord, ça vous coûte 3 000 à 4 000 €. Quoi. Donc, on ne les a pas. Donc oui, c'est important. La démocratie a un prix. Alors, il faut que ça soit transparent, justifié, on est clair là-dessus, c'est clair. Le compte de campagne, il est déposé, il est validé, il est contrôlé, et s'il y a un problème, il est rejeté, c'est normal, c'est de l'argent public. Mais oui, il faut de l'argent pour que la démocratie fonctionne. Et donc vous voilà sénateur à partir de l'année 2011. On va parler de votre activité au Sénat, c'est l'heure du moment Sénat. Alors vous voilà sénateur à partir de 2011 et j'ai déjà une question de Ayam Miakat qui voulait vous demander comment voit-il votre rôle et votre mission en tant que sénateur. Vous servez à quoi au Sénat ? Alors, il y a deux angles. Bon, le premier, il y a le travail au Sénat, dans l'institution. Vous êtes membre d'une commission, vous produisez des rapports, vous interrogez le gouvernement, vous adressez des courriers aux ministres, etc. Et l'activité comment dirais-je, n'est pas fictive, elle est tout à fait réelle, vérifiable, contrôlable et mesurable. Et après, il y a l'activité dans le département. La circonscription des sénateurs, c'est le département. Donc vous êtes en lien avec les élus. Là, je vois avec ma collègue Michel Gréaume dans le Nord, on édite régulièrement un journal qui rend compte de notre activité. Tous les 6 mois, on fait un petit journal qu'on envoie aux 650 communes du Nord, à tous les grands électeurs. Ça fait 4-5 000 personnes qui sont informées de notre activité. On a mis en place un site internet, on fait des courriers, on tweet, on fait Facebook. Enfin voilà, on est dans son temps avec des moyens anciens et des moyens plus modernes. Et tout ça, ça donne de la visibilité, en tout cas on l'espère, à notre activité. Donc vous faites le lien avec les territoires, vous avez au téléphone des maires, vous leur posez alors la vaccination chez toi, ça se passe comment ? Raconte-moi. Par exemple, j'ai rendez-vous dans 2 jours dans une ville de mon secteur avec le maire qui a un problème pour l'installation d'un scanner dans sa ville. Voilà, c'est des problèmes très concrets de ce genre. Ok, d'accord. Oxa Vaxo voulait vous dire que beaucoup de communistes et de personnes engagées à gauche sont pour la suppression du Sénat. Qu'en pensez-vous en tant que sénateur ? Même le Parti communiste, un temps, fut favorable à la suppression du Sénat. Ah. Voilà, mais c'était une autre époque. Mais non, moi je suis... Alors, c'est pas ma boutique que je défends. Tout à l'heure, je parlais de bicamérisme, c'est une réalité. Alors expliquez-la moi alors, c'est quoi cette nécessité ? Nécessité d'un équilibre des pouvoirs. On est déjà dans une constitution qui concentre trop les pouvoirs au sommet de l'État, le président de la République. En plus, il y a eu inversion du quinquennat, inversion du calendrier électoral, réduction au quinquennat du mandat présidentiel. Donc, en gros, vous avez un président élu légitime, mais après, il a une majorité quasi mécanique. 6 semaines plus tard, les gens ont du bon sens. On élit un président ou une présidente, on va lui donner une majorité pour mettre en œuvre le programme pour lequel il a été élu. Voilà, donc déjà, il y a déjà une espèce de fusion entre exécutif et législatif sur une partie avec l'Assemblée nationale. Donc s'il n'y a pas un Sénat ailleurs, un contre-pouvoir, et puis on l'a vu sur l'affaire Benalla par exemple, le Sénat est une entité autonome, libre, indépendante. Moi je crois que c'est nécessaire à l'équilibre des pouvoirs. Et puis c'est la représentation des territoires aussi, des collectivités, des communes. Salamout qui dit équilibre des pouvoirs, mais l'Assemblée gagne à la fin. Du coup, je vois pas l'intérêt. Dans les constitutions, oui, c'est vrai que quand il y a un désaccord, quand on a avec la CMP, enfin la commission mixte paritaire, quand il n'y a pas eu d'accord entre le Sénat et l'Assemblée, effectivement, le dernier mot revient à l'Assemblée quand il faut trancher. Donc ça veut dire au pouvoir central, au pouvoir élyséen, quoi. Du coup, à quoi sert le Sénat ? Il faut redonner du poids au Sénat. Il faut sans doute réformer la Constitution pour lui donner davantage de poids. C'est incontestable. Vous avez vu la crise en Italie actuellement ? Non.
En Italie, il y a une crise, puisque Oui. en Italie, le système est différent d'en France. Oui. Le gouvernement doit obligatoirement avoir aussi une majorité au Sénat. Oui. Et donc, c'est absolument impossible de constituer une majorité. Ça fait des crises de régime en permanence. Vous pensez que ce serait bien en France? Alors, c'est pas le bon moment pour vous poser cette question, mais que voilà, le Sénat doit se donner son aval pour le gouvernement? Vote de confiance? Pourquoi pas? Enfin, il y a une réflexion à mener, en tout cas. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste, mais il faut revoir de fond en comble nos institutions, et le Sénat en fait partie. Qui voulait vous demander, cette image du Sénat comme une chambre réac pour protéger le statu quo est-elle encore pertinente? On en parlait tout à l'heure hors antenne. Non, c'est une image C'est plus vrai, tronquée ça ou malveillante. Non, franchement, le Sénat a été vu comme une assemblée d'octogénaires ventripotents assoupis. Et de droite? Et majoritairement de droite. Franchement, c'est pas ça. Les gens, on reçoit des visites régulièrement au Sénat d'élus de la région ou des amis qui mesurent concrètement comment ça fonctionne, les commissions, la séance, etc., les missions d'information, enfin, toute cette activité, toute cette production de rapports, d'ailleurs, dont on souligne en général la qualité au niveau universitaire. C'est une mine d'infos pour la République, pour la population. Donc il y a un travail énorme qui est fourni au Sénat. Non, c'est une image un peu dépassée. Alors, peut-être vrai à une époque, il y a quelques décennies, mais ça a considérablement évolué ces dernières années, à mon avis. Ça s'est rajeuni, ça s'est dynamisé incontestablement. L'image du Sénat a changé, j'en suis convaincu, dans l'opinion. Voilà. Il y a sans doute des progrès à faire, personne n'est parfait. Et encore une fois, il faut redonner du poids et du vrai pouvoir à ce Sénat. MLR qui voulait vous demander votre avis sur l'introduction d'une dose de proportionnelle pour les élections législatives. C'était une idée du président de la République qu'il a voulu promouvoir. Depuis quelques jours, apparemment, le gouvernement a l'air de changer de fusil d'épaule, j'ai l'impression. Oui, mais moi je crois quand même, alors ça n'est pas sans défaut, mais la proportionnelle, c'est quand même la justesse, quoi. Vous pesez 25% des voix, vous avez 25% des sièges. C'est arithmétique, c'est mécanique, c'est simple. Ça s'est fait aux élections régionales, par exemple. Voilà, il faut réfléchir, il faut aller vers ça. Autrement, tout autre système, alors on nous dit, oui, mais c'est compliqué parce qu'après on a du mal à construire des majorités. Bah, il faut qu'il y ait des majorités de programme, des majorités d'idées, quoi. Ça, c'est possible. Au Parlement européen, ça fonctionne comme ça. Il y a des majorités d'idées, parce qu'il y a une diversité des groupes, mais sur certaines thématiques, oui. Voilà, il y a des majorités qui se dégagent. Voilà, on peut réfléchir. Voilà, il faut réfléchir à ça. Pour autant, le scrutin majoritaire, comme on l'appelle aujourd'hui, par opposition au scrutin proportionnel, permet aussi de bloquer, si je puis dire, l'entrée du Rassemblement national aussi. Oui, mais ça a été l'argument. Mais vous savez, on ne fait pas tomber la fièvre en cassant le thermomètre, quoi. Hein. Le problème, il est là. Pourquoi il y a un Rassemblement national? Pourquoi il y a un tel rejet, une telle désespérance? Ben, il faut s'attaquer aux causes, quoi. Ça ne naît pas sur Mars, c'est dans notre société que ça naît, tout ça. Il faut répondre aux aspirations des gens, enfin, sur les bases de justice sociale, de démocratie, etc. Ingold voulait vous demander si vous deviez changer un point dans la Constitution de la 5e, ce serait lequel et pourquoi? Un point. Empêcher que le président de la République ait le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Intéressant ça, retrait du pouvoir de dissolution. Ça changerait quelque chose? Ben, ça réduirait considérablement le pouvoir d'un seul homme ou d'une seule femme qui pourrait ainsi dissoudre une Assemblée nationale parce que ça ne lui convient pas, etc. Vous pensez que ça aiderait les députés de La République En Marche à se rebeller un peu? Peut-être parce que c'est quand même une arme, effectivement, pour mater une majorité un peu rebelle. On menace de la dissolution, et puis voilà. Donc, on instrumentalise un peu ça. Non, je crois que s'il y avait une mesure à prendre, moi, je commencerais par celle-là, pour diminuer le pouvoir du président, qui est vraiment démentiel aujourd'hui. Hein. John Le Chauve vous demande quelle influence a la pandémie actuelle sur le futur de la démocratie. Est-ce que le vote par correspondance, par exemple, c'est quelque chose que vous voudriez développer en France? La visioconférence à l'Assemblée, au Sénat, c'est un truc qui... La démocratie est confinée. Hein. Bon, c'est tout. Ah ouais. On vit une pandémie historique, inédite. On a tout ça à gérer. Ça fait pratiquement un an maintenant qu'on va être en visioconférence à la Commission, au Sénat. Enfin, tout le monde fonctionne comme ça. Ça va un moment, quoi. Mais là, tout le monde convient à dire que il manque d'interactivité, quoi. On a l'info, on peut dire les choses, on peut entendre ce que l'autre dit, mais franchement, 30 têtes sur un écran, ça ne vaut pas 30 têtes dans une salle où on peut réagir, quoi, interagir. C'est un mauvais moment à passer, j'espère. Mais la démocratie souffre en ce moment aussi. Le Parlement n'est pas beaucoup associé, d'ailleurs, à tout ça. Quel regard portez-vous sur les innovations démocratiques récentes, par exemple le tirage au sort de la Convention citoyenne?
C'est bien ça? Ah, oulala. Alors vous tirez au sort 35 Trump. Alors non, attendez, il y a deux choses. Il y a le tirage au sort des 35 citoyens pour la politique vaccinale, mais avant ça, il y a eu les 150 citoyens tirés au sort pour la Convention citoyenne pour le climat en l'occurrence. D'accord. Non mais Qu'est-ce que vous en pensez de ça? moi, je préfère l'élection. Ouais. L'élection, ça veut dire choisir. Et choisir sur la base d'un débat démocratique, équilibré, etc. Les gens choisissent. Et puis après, l'élu, il a des comptes à rendre à ceux qui l'ont élu, à la nation. Si vous êtes tiré au sort, bon, c'est bien. Mais enfin, c'est pas la loterie, quoi, la démocratie. C'est pas la loterie. Il y a sans doute des gens extrêmement. C'est pas un problème de compétence. Puis après, qu'est-ce qu'on fait de ces 150 citoyens tirés au sort? Ils proposent des choses extrêmement intéressantes. Et il y a 4 mesures d'emblée qui sont retirées par Macron parce que ça ne lui convient pas. Taxation des dividendes, non, ça on ne fait pas. C'est démocratique, comme vous le dites, il est élu, il rend des comptes, donc c'est... Voilà, d'accord. Mais ces 150 citoyens, on s'assoit comme ça sur leur proposition. Donc, vous voyez, ça ne règle pas tout, quoi. Moi, ça ne règle pas tout. Je crois à l'élection, je crois à la démocratie, que chacun pèse du poids qu'il pèse, et chacun ait le droit de s'exprimer, absolument. Mais le tirage au sort, c'est la fin de la démocratie, hein. Vous savez, Éric Bocquet, ça fait 2 ans et demi que je reçois des sénateurs avec beaucoup de plaisir ici le mercredi dans ce canapé. Oui. Je vous ai toutes et tous sentis perturbés par ce tirage au sort des citoyens tirés au sort. Oui, vous vous sentez concurrencé dans votre légitimité, dans votre écharpe tricolore? Non, c'est pas une question de chapelle et de gloriole, pas du tout. C'est une conception de la démocratie. Ça peut répondre aux aspirations dont on parlait tout à l'heure sur la crise de la démocratie, les citoyens qui veulent autre chose. Oui, mais la réponse, c'est pas le tirage au sort. Okay. Sincèrement, il faut changer les règles du jeu, changer le mode d'élection des sénateurs. Il faut sans doute y réfléchir, c'est clair, pour avoir une meilleure assise encore. Mais l'élection, c'est un contrat. Tu as des comptes à rendre. Hein, mon grand, je t'ai élu, tu as des comptes à rendre. Hein. Qu'est-ce que tu fais, etc. Pourquoi tu as fait ça? Bon, tirage au sort, oui, bon. Et puis au nom de qui on parle? De soi-même, même si on est brillant, hein, même si on est performant, pertinent. Non, c'est pas ma conception de la démocratie. Vince Vey voulait vous demander votre position sur le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, réclamé par les Gilets jaunes. Il y a une idée derrière ça qui vous intéresse, l'idée que les citoyens puissent déclencher eux-mêmes un référendum? Oui, ça ne me choque pas du tout, ça. Ouais. Alors, c'est pas de manière systématique, quoi. Je veux dire, on ne va pas faire un référendum sur tous les sujets, tous les 15 jours. Mais sur des sujets de fond, moi je pense que c'est une bonne chose et ça peut redynamiser la démocratie, notre République, qui en a besoin. Non, j'ai eu des échanges d'ailleurs dans la rue en face du Sénat avec des Gilets jaunes qui passaient par hasard, on s'est croisés par hasard et on a échangé pendant 1 heure, un peu comme ici, avec un Facebook Live. Hop. Et alors, intéressant, alors qu'est-ce qu'il vous disait? Il me posait toutes ces questions-là. Qu'est-ce que vous pensez du RIC? Pensez-vous que le Sénat est encore une utilité? Combien vous gagnez? Vous voyez, on n'a évacué aucune question comme ça, à brûle-pourpoint sur le trottoir dans la rue. Je trouvais ça très sain. On a des comptes à rendre. On a des comptes à rendre. Il n'y a pas de souci avec ça. Transparence, ça doit être c'est une obligation, c'est un impératif. Vous sentez que le mouvement des Gilets jaunes a changé quelque chose dans le rapport aux politiques? Il a exprimé, parce que la défiance aux politiques s'est exprimée là de manière spectaculaire, mais elle est ancienne. Hein. Le rejet des élus, globalement, ça date pas d'il y a 2 ans. Le mouvement des Gilets jaunes a été l'expression, sous une forme spectaculaire, c'est l'un des malaises, c'est ça, quoi. On nous écoute pas. Hein. Et justement, les Gilets jaunes disaient, comme nous on peut le dire, rétablissez l'ISF et mettez fin aux paradis fiscaux, quoi. Moi, quand j'ai vu ça sur les banderoles des Gilets jaunes, j'ai applaudi. Alors on est en train d'en parler justement de la justice fiscale, ça tombe bien, je voulais vous en parler. Éric Bocquet, vous êtes un sénateur et un militant engagé sur la question de la justice fiscale. Vous avez écrit un livre en 2017 qui s'appelle Sans domicile fisc et vous plaidez pour une coopération en matière fiscale, sous l'égide notamment des Nations Unies. Voilà. Vous pouvez nous en parler un peu de cette proposition de coopération? Voilà, effectivement, on a publié un bouquin avec mon frère et un journaliste, un ami, en 2016 et... La proposition phare dans ce bouquin, c'est de mettre en place une COP de la fiscalité et de la finance mondiale, à l'instar de ce qui s'est fait pour le climat en décembre 2015. Voilà. C'est la même chose. D'État autour de la table et on décide de... C'est-à-dire que la finance mondiale et les paradis fiscaux, ça ne peut pas être géré par un G8, par un G20. Il faut que tout le monde s'y mette parce que tout le monde est pénalisé par ça. Il y a pratiquement 200 pays dans le monde, et bien tout le monde doit avoir voix au chapitre. Et donc on avait proposé symboliquement que cette COP se tienne à Bujumbura, la capitale du Burundi, qui est le pays qui a le PIB le plus faible au monde. Vous voyez, symboliquement. Intéressant. Voilà, c'est un peu un clin d'œil, mais c'était ça. Tous concernés,
tous impactés, tous victimes de l'évasion fiscale, 60-80 milliards par an pour la France, 1000 milliards dans l'Union européenne, et à l'échelle mondiale, c'est 8% du PIB mondial. Vous voyez ? Donc là, il y a les ressources pour régler nos problèmes. D'accord. Réduc Vardor voulait vous demander, est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu, ne serait-ce qu'un peu, sur cette justice fiscale pour laquelle vous vous battez? Ouais. Un peu, mais vous sentez encore... que le sujet a un peu grimpé dans les échelons ces dernières années quand même. Absolument. On en parle plus. Absolument. Moi, je suis donc un militant maintenant assez ancien. Je connaissais l'expression paradis fiscaux, mais je voyais ça, voilà, du sable blanc et les cocotiers à 8000 bornes d'ici. Et puis non. On a la Suisse, on a le Luxembourg, on a Jersey près du Cotentin, là. Et j'ai découvert l'immensité de ce réseau, de ce système. Et effectivement, vous avez raison, le sujet s'impose régulièrement. Puis il y a eu des scandales, il y a eu des révélations, LuxLeaks, UBS, Cahuzac. Tout ça a permis que le sujet s'impose dans le débat public. Mais tout n'est pas réglé, loin s'en faut. On est au début de prise de conscience. Maintenant, il faut passer aux prises de mesure. Alors voilà, est-ce qu'il y a des choses qui avancent? C'était ma question suivante. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui avancent dans la législation? L'Union européenne, un peu. Il y a une volonté de la part de l'Union européenne de lutter contre les paradis fiscaux. On va citer Mme Verstager, la commissaire danoise, qui est très allante sur le sujet, alors qui se heurte évidemment au lobby, au monde de la finance, qui est puissant, hein, j'en parlais tout à l'heure. Mais oui, il y a une volonté qui s'exprime un peu ici et là. On a eu l'occasion de rencontrer des gens comme Michel Barnier, hein, qui n'est pas de notre sensibilité. Oui, c'est vrai. Il dit des choses extrêmement intéressantes Michel Barnier, là-dessus. commissaire européen également, ancien commissaire européen qui a été chargé de la négociation sur le Brexit, effectivement homme de droite, on peut le dire. Absolument. Mais qui lui aussi, comme Verstager d'ailleurs, sont assez sensibles à la question. Tout à fait, parce que c'est une question de, c'est un sujet transpartisan, ça. C'est insupportable que des puissances de ce niveau se soustraient à l'impôt. On a cité Henry Morgenthau, qui était le secrétaire d'État au Trésor américain dans les années 30 avec Roosevelt. Il disait l'impôt, c'est le prix à payer pour vivre dans un monde civilisé. Ben, c'est ça l'impôt. Sans l'impôt, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de sécu, il n'y a pas de route, il n'y a pas de collectivité en France. Voilà, c'est à ça que ça sert. Après, il faut qu'il soit juste, équitablement réparti. Et puis, troisième condition, évidemment, pour qu'il y ait consentement, que personne n'y échappe. C'est notre combat, ça. Une question qui est aussi beaucoup revenue, notamment celle de Mebeu, qui vous demande, est-ce que vous n'avez pas l'impression que le gouvernement, nos gouvernants sont un peu en train de se réveiller et de découvrir qu'il y a des secteurs entiers stratégiques qu'il faut protéger? On apprend même que le ministre s'est opposé au rachat de Carrefour, on nationalise STX à Saint-Nazaire. Enfin, il y a un espèce de protectionnisme qui est découvert à cause d'une pandémie. Oui, ça a eu l'effet d'un révélateur. Alors après, il faudra, au-delà des paroles, il faudra prendre des décisions, effectivement. Sur le long terme, voilà, on se souvient du premier discours du président Macron au printemps, au premier confinement. Voilà, le monde d'après ne sera plus celui d'avant. Bon, très vite, le monde d'après est revenu à la surface, quoi, hein. Les dividendes, l'argent, tout ça n'a pas cessé. Et donc il faut, oui, la remise en question se pose plus qu'avant encore, mais il faut dépasser les paroles. Maintenant, il faut effectivement agir. C'est le système qu'il faut changer. Je ne pense pas que M. Macron ait cette volonté. Alors, il y a une question qui revient dans le chat et elle m'avait déjà été posée hier, effectivement, des Baki. Faut-il annuler la dette? Quand Emmanuel Macron dit quoi qu'il en coûte, l'État viendra au secours de l'économie pour empêcher que tout s'effondre, très bien. Cette dette-là qu'on est en train de contracter. Alors, M. Macron disait effectivement quoi qu'il en coûte. En gros, Bruno Le Maire avait dit vous avez besoin d'argent, on va vous en donner, il n'y a pas de souci. Ouais. Et puis là, on vient de mettre en place une commission au mois de décembre. On n'a pas beaucoup parlé, mais c'est M. Jean Arthuis, ancien ministre, ancien sénateur, un homme très aimable. Mais il va présider une commission composée de 10 personnes qui doit rendre un rapport fin février en disant que, en gros, c'est tout le monde qui va payer la dette, quoi. Hein, je suis prêt, je prends le pari de donner dès maintenant les conclusions de cette commission avant même qu'elle se réunisse. Je vous dis ce qu'ils vont nous dire. Alors dites-moi. La France vit au-dessus de ses moyens. On ne peut pas endetter nos petits-enfants. Il faut absolument réduire le nombre de fonctionnaires. Il faut réduire la dépense publique. Vous voyez ? Et puis nous devons tenir nos engagements européens. Voilà. Je prends le pari, on verra fin février. Ce qu'il y aura dans le rapport, ça sera ça. Mais attendez, la dette. La dette, il faut l'annuler. C'est-à-dire ? Aujourd'hui, moi, il faut qu'on m'explique. Là, le gouvernement a fait le choix, il fallait mettre de l'argent dans l'économie parce que tout s'écroulait. Mais nous, on disait, il faut rétablir l'ISF, il faut taxer les dividendes, il faut les patrimoines, les GAFA, il faut y aller, ils peuvent payer, solidarité, etc., justice. Il dit non, hors de question qu'on touche à l'impôt, on va utiliser la dette. Alors que les mêmes, il y a un an, avant le budget 2020, disaient attention, le déficit va approcher 100% du PIB, c'est le cataclysme. Et aujourd'hui, on est à 120%. L'ambiance a changé en 3 mois. Tout a explosé.
3% de déficit, 60% d'endettement, tout a explosé. Donc, par la force des choses, on a changé les règles du jeu. C'est aussi parce que les autres ont changé les règles du jeu, on va pas se mentir. La droite allemande a aussi fait un virage à 180 degrés. Le monde entier a été confronté à ce truc, quoi. L'économie s'arrête du jour au lendemain. On appuie sur un bouton, tout s'arrête. Et il faut continuer à vivre. Mais il faut qu'on m'explique. Moi, si vous avez un découvert à la banque, vous aurez du mal à avoir un prêt. Vous arrivez à votre directeur, vous devez changer de voiture. Monsieur le directeur, il me faudrait 15 000 euros. Oui, mais vous avez un petit découvert, je ne peux pas vous prêter, monsieur. Et nous, la France, on est à découvert depuis 1975. Le dernier budget équilibré de la France, c'est 1974. Depuis, déficit, déficit, déficit. Aujourd'hui, on est rendu à 2700 milliards de dettes. Et on arrive à emprunter à taux négatif. Vous connaissez une banque, vous avez un découvert, ils vont vous prêter à taux négatif. Mais on est où, là ? Alors, ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, c'est que ce sont les marchés financiers qui financent les États. C'est le privé. Les fonds de pension, les fonds d'investissement, les grandes banques, les assureurs qui ont beaucoup d'argent, et donc prêtent aux États, y compris à taux négatif. La dette française, on se l'arrache. Si on était au bord du cataclysme, si on était le malade qu'on dit, pensez que les marchés financiers nous prêteraient, là ? C'est-à-dire qu'en gros... Et ça peut changer. Oui, on nous dit, mais attendez, si les taux réaugmentent, ça va vous coûter cher. Mais qui va oser dire aujourd'hui qu'on va venir à bout de cette dette ? Qui va le dire ? Vous y croyez, vous ? Non, cette dette n'a aucun sens. La Banque Centrale Européenne, alors elle a même, comment dirais-je, elle a outrepassé ses règles, la BCE. Elle a pris, alors on appelle ça dans le jargon, de l'assouplissement quantitatif, des mesures non conventionnelles dans le jargon des financiers, ça s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'elle a fait des trucs pour lesquels elle n'a pas été construite, quoi. Absolument. C'est merveilleux. Elle détient, je crois, 25% de la dette des États de l'Union européenne aujourd'hui. La BCE, ce n'est pas une banque privée. C'est une banque centrale. C'est une banque centrale. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. La banque centrale, c'est nous. Commençons par annuler les 25% que la BCE détient, des titres de dette des États de l'Union européenne. Ça va alléger notre charge et ça ne va léser aucun créancier. Il n'y a pas d'actionnaire à la BCE, il n'y a pas de créancier. C'est elle qui crée l'argent. On crée de l'argent ex nihilo, comme on dit en latin, à partir de rien. C'est ce que fait une banque. Vous demandez un prêt à la banque, vous n'allez pas avoir les 15 000 euros dans votre poche en billets. On va mettre, voilà, monsieur Massier, on vous met un chiffre de 15 000 devant votre nom, et c'est vous, tous les mois, qui allez apporter l'argent liquide pour rembourser. Vous voyez ? Donc c'est un peu bizarre comme système, mais on est dans un système... Parce que c'est au nom de la dette, depuis 30 ans, qu'on nous explique qu'il faut fermer des lits d'hôpitaux, qu'il y a trop d'enseignants, qu'il y a trop de fonctionnaires, que les collectivités dépensent trop, etc. C'est au nom de cette dette qu'on a imposé l'austérité au peuple, pas qu'en France, depuis trop d'années, quoi. Il n'y a pas d'issue. En même temps, l'endettement nous rend dépendants des gens qui nous prêtent de l'argent, donc des marchés financiers. Qu'est-ce que vous faites de l'argument qui consiste à dire, mais moi on emprunte, moi on a besoin d'emprunter, puis on est indépendant des marchés financiers ? La dette, ce n'est pas un scandale en soi. Si c'est pour investir, voilà, si c'est pour investir... Si vous avez besoin du privé pour investir, c'est un peu dommage quand même. Ben oui, non, mais on est sous la tutelle des marchés financiers. Moi, je le dis tranquillement. Alors, le pouvoir politique par rapport à ça, il est où le pouvoir politique ? C'est celui qui paie les musiciens qui choisit la musique, en gros. Du coup, c'est les marchés financiers. Alors, c'est les marchés financiers qui nous disent, attendez, il y a trop de fonctionnaires chez vous, 35 heures, c'est pas terrible. L'âge de la retraite, il faut le reculer. Mais donc, vous voyez, les réformes structurelles... Et donc, réduire les déficits permet aussi de se rendre moins dépendant de ses prêteurs. Et pourquoi on ne serait pas financé par... il y a l'épargne des Français, là. On nous dit que les Français ont épargné beaucoup par la force des choses, on parle de 120 milliards. Pourquoi on ne mettrait pas en jeu... Elle est déjà mobilisée, l'épargne, pour le financement du logement social, en partie. Mais les Japonais détiennent, je crois, 95% de leur dette. Ouais. Ça change les choses, hein. Ça change tout. Oui, non, alors, je ne dis pas que c'est la réponse, mais c'est une des réponses. L'épargne des Français, comment on ne peut pas la solliciter. Et puis, pourquoi ? Parce que, alors, on ne va pas remonter à Mathusalem, mais avant, c'est la Banque de France qui finançait l'État français. Et le traité de Maastricht, 92, a interdit, je crois que c'est l'article 123, a interdit à la Banque centrale de financer directement les États. Et aujourd'hui, compte tenu de cette situation inédite, de fait, elle détient une partie de notre dette, parce qu'il n'y a pas le choix, il fallait le faire. Vous voyez, donc, et puis dernière chose, j'ai vu qu'en 1953, alors ça remonte un peu, le 27 février 1953, l'Allemagne
a bénéficié de la part de ses créanciers réunis à Londres à l'occasion d'une conférence de 60% d'effacement de sa dette. 60% de la dette allemande a été effacée en février 1953 parce que c'était 8 ans après la guerre. L'Allemagne était complètement ratiboisée, détruite. Il fallait reconstruire l'Allemagne. Tant mieux pour le peuple allemand, tant mieux. Mais une décision a été prise un jour de passer l'éponge sur 60% de cette dette. Donc c'est un choix politique. La dette, ce n'est pas un sujet financier, administratif et technique, c'est une question politique. Le débat va monter dans les mois qui viennent et c'est une très bonne chose. Dernière question pour vous, Éric Bocquet, une question de Jean Dolker. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de la jeunesse étudiante, vu son état actuel de précarité et de détresse psychologique? Il y a urgence, effectivement. Alors, là aussi, ça a été aggravé par la pandémie, mais déjà avant cette pandémie, on a vu ouvrir dans les facs des permanences jusqu'au populaire, des épiceries solidaires, pour manger, quoi. On a vu beaucoup d'étudiants avoir du mal à se loger. Donc la situation était déjà difficile avec des inégalités. Hein. Et là, l'urgence, effectivement, c'est, je sais pas, une allocation jeunesse pour leur donner à manger. Parce qu'aujourd'hui, et puis de la dignité aussi, hein, c'est pas l'aumône, c'est leur permettre de vivre à peu près décemment dans leurs études. Parce que, forcément, avec la crise économique, ceux qui avaient des petits boulots pour financer les études, ben, malheureusement, ils ne l'ont pas. Ceux qui sont isolés, il y en a qui laissent tomber les études, ça va faire des dégâts, et puis des dégâts psychologiques importants. On a eu quelques drames, malheureusement. Donc il y a une urgence à décréter. Alors, on parle du RSA jeune, 18-25 ans, pourquoi pas, ça peut être ça la réponse. Une allocation jeunesse, autonomie, on avait porté ça un temps, c'est une proposition qui est toujours d'actualité. Il y a urgence en la matière, c'est des millions de jeunes là, qui se posent des questions sérieuses et de manière urgente. Merci Éric Bocquet, sénateur communiste du Nord, d'avoir répondu à mes questions, à vos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette émission, c'est la fin de Sénat Stream. Je vous retrouve la semaine prochaine sur Public Sénat. Ciao.